Bonjour Luc, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment enchantée de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Alors avant qu'on parle de différentes choses et notamment de la médecine spirituelle, parce qu'on va aussi aborder ton livre, est-ce que tu peux te présenter, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui ne te connaissent pas encore ou qui peut-être t'ont découvert via ta chaîne YouTube ou un livre, mais est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es venu finalement te tourner vers cette médecine spirituelle. Oui, bon, bah, c'est bien, Coralie. Tu m'as dit qu'on pouvait faire ça en 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Il y a déjà tellement à dire sur ton parcours, voilà, on va prendre déjà 1 heure et demie juste pour expliquer ça. Oui, parce que bon, il y a le parcours. Le parcours a été long comme la durée d'une vie, et donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites, mais on va tâcher d'être concis. Donc, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin. J'ai exercé pendant 25 ans la médecine, je dirais aujourd'hui qu'on appelle de médecine générale, mais à l'époque c'était plutôt une médecine de famille qui était beaucoup plus sympathique à mon sens, où on soignait toute la famille et c'était super, super agréable. On faisait partie de la famille d'ailleurs. Et donc je faisais de la médecine générale, mais j'étais déjà un pied dans la médecine naturelle, en ce sens que quand j'ai passé ma thèse, j'ai passé en même temps mes diplômes en cancérologie clinique, c'est plus tard, mais en acupuncture, en homéopathie, en sophrologie, voilà, qui m'ont accompagné tout le temps. Et c'est vrai que j'ai eu deux fils d'Ariane en fait, qui m'ont conduit. Le premier était évident pour moi, c'était que il y avait ma mère qui avait fait un grave cancer avec une grosse rechute au moment où j'étais interne. Donc, j'ai pu voir combien la médecine conventionnelle était intéressante, et vraiment, elle a été bien accompagnée et soignée, mais j'ai vu aussi ses lacunes. Et c'est pour ça que pendant mes 25 années d'exercice, je n'ai eu de cesse de suivre des formations en médecine naturelle, en beaucoup de spécialités, donc que ce soit l'aromathérapie, l'ostéopathie, la nutrition, micronutrition, micro-immuno, etc. Je me suis intéressé aussi beaucoup à la puissance de la pensée. J'avais mes patients qui me racontaient leurs états de mort imminente. Il y avait des personnes, des groupes de prière, que l'effet placebo, l'effet de la pensée positive, etc., etc. Et puis, j'avais eu un deuxième fil d'Ariane que j'avais complètement oublié d'ailleurs, et qui remonte encore à plus loin, en sens que quand j'étais gamin, j'ai toujours été admiratif sur les personnes qui étaient capables de soulager les personnes, de soigner les personnes avec leur seule main. Et je me suis dit, quand j'étais médecin, ces gens, il y avait beaucoup de magnétiseurs, guérisseurs, rebouteux qui venaient dans mon cabinet, des médiums, des voyants, des choses comme ça. Et donc, il y en avait beaucoup qui sont devenus au fur et à mesure des amis, et qui m'ont transmis un certain nombre de choses. Mais quand j'étais gamin, je me suis dit, s'il y a toujours autant de personnes qui vont voir les magnétiseurs, les guérisseurs, etc., c'est qu'ils ont des résultats. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Et donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de se pencher sur la manœuvre. Alors après, j'ai cessé mes activités de médecin parce que la médecine ne me correspondait plus, en sens que j'étais de plus en plus coincé sur les possibilités de prescription en médecine naturelle en particulier. Moi, je faisais les deux, c'est-à-dire que les patients savaient très bien que quand ils venaient me voir, j'essayais toujours de donner les traitements les plus naturels possibles, mais quand c'était pas possible, je passais à la médecine conventionnelle, parce que je pense que les deux travaillent ensemble. C'est pas, elles ne s'opposent pas, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Et donc, j'ai exercé pendant tout ça, mais après ça, on nous a obligés avec des références médicales opposables, un peu comme on a pu voir avec la pandémie, comment les médecins ont été bloqués sur leurs prescriptions, etc. Donc, il y a eu l'ordinateur qui est rentré dans les cabinets, qui était un plus, mais d'un autre côté, ça mangeait la moitié de la consultation sur l'ordinateur. Et donc, j'ai arrêté, tout en ne sachant pas trop ce que j'allais faire. C'est là que j'ai fait un petit peu de médecine humanitaire, j'ai passé mon diplôme, j'ai écrit mon premier bouquin, etc.
Donc c'est là que j'ai véritablement réalisé ce que j'avais toujours rêvé et que je n'avais jamais eu le temps de faire. Donc et puis de fil en aiguille, les livres ont fonctionné. J'ai commencé à écrire dans certains journaux de médecine. On dit maintenant, on disait par beaucoup alternative, mais j'aime pas ce mot alternative. C'était médecine complémentaire parce que je travaillais toujours. Mes articles ont toujours été un but de consensus. Et après, bah, j'ai développé, ça s'est passé tout simplement en ce sens que j'ai voulu développer, aider les personnes sur leur chemin de guérison. C'est le but de tout médecin et tout thérapeute de toute façon, mais en leur donnant des outils qu'ils étaient faciles pour eux de réaliser déjà par eux-mêmes. Et donc c'est là qu'est sorti Ho'oponopono, Aora, les soins énergétiques, etc., etc. Et donc pour que les personnes puissent déjà devenir autonomes sur un certain nombre de choses, et on aura toujours besoin bien sûr de médecins, de thérapeutes, de psychologues pour les cas un petit peu plus importants. Et puis toujours en glissant, sans m'en rendre compte, j'ai suivi ma route, tout simplement, sans préméditation. Et puis, bah, j'ai développé beaucoup la physique quantique qui m'a ouvert beaucoup de choses, même au niveau spirituel en particulier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ça ouvre vraiment beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai développé une certaine vision spirituelle pour moi. Et puis, je me suis aperçu, j'avais beaucoup travaillé sur la symbolique des maladies, qu'on appelle souvent le décodage biologique ou autre. Et en fait, ça c'est très très intéressant, mais ce qu'il faut, à mon sens, c'est aller encore plus loin, en ce sens que, bah, bien sûr, ce sont des messages du corps, enfin des messages de l'être, mais c'est aussi un message de l'âme qui est derrière, et c'est elle qui prédomine, à mon sens, sur tout le reste. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est là que je suis arrivé un petit peu sur cette médecine spirituelle, et je tiens à dire tout de suite que je ne fais aucun prosélytisme. Je ne travaille pour aucune chapelle et au contraire, la spiritualité est toujours un chemin individuel. Je peux fournir mon expérience, mais ce ne sera que mon expérience. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Et on va enchaîner justement sur le livre que vous avez écrit, qui est La médecine spirituelle, qui est juste incroyable comme livre. D'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent, je remettrai des liens, hein. Vous pouvez le trouver partout, hein, dans toutes les librairies quasiment, et en tout cas en ligne. Moi, j'ai trouvé ce livre vraiment fascinant. Notamment parce que dans ce livre, tu abordes différents points que tu as pu nommer les 5 grands chapitres. En fait, hein, dans ce livre, on va retrouver le corps, l'esprit, l'énergie, le spirituel et la guérison. Est-ce que tu peux un petit peu détailler par rapport au livre que tu as écrit un petit peu ces 5 grands chapitres? Alors, si... je sais qu'on a du temps, on va essayer de faire voilà, de manière un peu concise, c'est pas évident, mais au moins, est-ce que tu peux, pour des personnes qui ne connaissent pas du tout et qui vont regarder cette vidéo, c'est un premier pas, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ces 5 grands chapitres qu'on retrouve dans ton livre? Bien sûr, bien sûr. Donc, je pars de ce que nous connaissons le mieux, c'est le côté physique, avec la source des maladies qui ne sont pas toujours. Il y a la source vue par la médecine conventionnelle qui est très juste parce que c'est évident que, par exemple, l'alimentation, on sait que si on suit une mauvaise alimentation, ça risque de nous entraîner un jour ou l'autre vers la maladie. Mais le fait d'avoir une bonne alimentation ne donne pas aussi l'assurance de ne pas être malade. Donc, ce qu'il faut, moi j'avais vu comme ça beaucoup de mes patients qui venaient me voir dans mon cabinet parce qu'ils savaient que j'avais un diplôme en cancérologie clinique et que je faisais pas mal de médecine naturelle, comme je le répète toujours, en complément des médecines conventionnelles, parce que pour moi, c'est une évidence. Et, et là, il me disait, mais je comprends pas, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, à ce que je buvais pas, j'ai pas fumé, j'ai fait du sport, etc. Et je tombe malade. Pourquoi? J'ai commencé à travailler sur le côté physique, évidemment, avec la médecine conventionnelle, comme je l'ai dit, et puis avec les abords de la médecine, des thérapies naturelles. Et ça m'a ouvert les yeux sur les médecines naturelles, en sens que on est arrivé bingo sur la notion du terrain.
En fait, la notion, bien sûr, une hygiène de vie est toujours indispensable, mais le terrain est l'essentiel, en fait. Et donc, c'est vraiment la question du terrain et ce qui explique aussi, d'une part, pourquoi on peut être plus poussé vers certaines pathologies, mais inversement, pourquoi certains traitements ne vont pas fonctionner chez les uns et vont fonctionner chez les autres, parce que tout simplement, ça va dépendre du terrain et donner le même traitement. Et c'est un petit peu ça qui me gênait d'ailleurs en médecine conventionnelle. Pour une même maladie, on va donner le même traitement à un bûcheron des Vosges et une frêle secrétaire. Donc ça me gênait un petit peu, mais j'ai beaucoup appris. Après ça, j'ai vu aussi avec l'ostéopathie comment les déplacements vertébraux pouvaient influencer sur le physique, voire le psychisme, et inversement, et inversement. Donc, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est pour ça que mes patients venaient souvent me voir pour essayer de, comme ils savaient que j'avais un panel de thérapies possibles, de trouver des solutions, parce que la médecine conventionnelle apporte beaucoup de solutions, mais la plupart du temps, elle ne guérit pas, elle soigne, ce qui est déjà très bien. Hein. C'est pas du tout une remarque désobligeante, mais c'est un constat tout simplement. C'est que on soigne pas, on guérit pas un diabète, on guérit pas une hypertension, une insuffisance cardiaque. On va l'équilibrer avec des traitements. Comme je le répète, c'est déjà très très bien, mais il faut pas oublier qu'on n'est pas sur la guérison par rapport à ça. Alors voilà, donc c'est dans le livre, j'ai fait un tour général sur autant sur le plan de la médecine conventionnelle, avec ses plus et avec ses moins, des médecines naturelles, avec leurs plus et avec leurs moins, parce que c'est pour ça aussi que je ne parle pas de médecine douce, parce qu'elles ne sont pas douces, forcément, les médecines naturelles. Et elles ont aussi Non. leurs effets indésirables. Et la seule chose que je dirais et qui manque terriblement, ce sont les études. Les études. Parce que, évidemment, quand il y a la médecine conventionnelle, grâce à Big Pharma, va faire des études sur 10 000 ou 20 000 personnes, la médecine naturelle va faire une étude généraliste sur 10, 20, 30, si c'est sur 50 ou 60 personnes, c'est merveilleux. Et donc, on peut pas présenter ça comme étant des alternatives. C'est pour ça que c'est un petit peu coincé. Mais moi, j'avais vu, par exemple, en cancérologie, que les médecines naturelles pouvaient agir à beaucoup de niveaux, en particulier, ça va aider la personne sur son état général, son état psychique. Certains remèdes vont renforcer l'effet des chimiothérapies et des radiothérapies. Certains remèdes vont lutter contre les effets secondaires des radiothérapies, des chimiothérapies. Et puis, il y a des traitements qui mériteraient des études approfondies parce qu'ils peuvent vraiment être contre le cancer proprement dit, avoir des actions contre le cancer, mais comme je le dis, on manque d'analyse et d'études là-dessus. Alors ça, c'était le côté physique. Après ça, je me suis beaucoup intéressé au côté esprit, parce que une des premières choses que j'ai étudiées, c'était l'effet placebo, et mais il y a l'effet nocebo, hein, faut pas l'oublier non plus. Il y a des effets, des produits qu'on va donner et qui vont donner des effets exactement indésirables. Et à l'époque, quand j'exerçais, c'était très passionnant parce que il y avait les visiteurs médicaux qui présentaient leurs médicaments et ils présentaient toujours le médicament contre contre le placebo. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là des effets de l'effet placebo et des résultats qu'ils pouvaient obtenir. On pouvait même obtenir des résultats très objectifs. Non, parce que bon, une douleur qui diminue, c'est toujours subjectif, mais on pouvait obtenir des résultats objectifs en mesurant, par exemple, avec un phlébotonique, une plante phlébotonique, une diminution de la taille de l'œdème au niveau des jambes en mesurant. Donc, c'était objectif. Après ça, il y a eu la pensée positive. Là, pour moi, c'était une lapalissade. Et ce qui va renforcer, c'est l'effet, la visualisation qui va être encore très, très puissante et il va encore renforcer cet effet. Il y a l'effet, moi, je me suis aperçu que la pensée agissait, là, il y a eu des études de fait qui agissent sur le corps, bien sûr, mais sur l'esprit
l'esprit, ça agit sur les autres, ça agit sur la matière. Donc et on a tout ça et on s'en sert pas. C'est quand même triste. C'est quand même très dommage. Et puis après ça, comme je le disais, j'ai assisté à plusieurs groupes de prière qui avaient des résultats extrêmement intéressants. Il y a eu des études de fait à Harvard là-dessus, sur les groupes de prière et l'effet sur la santé des individus. Il y avait la symbolique des maladies qui m'a pour moi été une révélation. En ce sens que quand je l'ai étudié, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais peu importe. Et la, la, c'était une révélation parce que tout simplement, quand on apprend les maladies en médecine, on apprend les maladies les unes à côté des autres. Donc l'infection, la gastrite, la migraine, les troubles urinaires ou gynécologiques, etc. Tout ça, c'est compartimenté, mais on ne voit pas le lien. On ne Oui. voit pas le lien. Et donc, et là, pourquoi une personne va faire une infection, pourquoi l'autre va faire une gastrite ou une colite, etc. Et là, avec la symbolique des maladies, on commence à ça commence à prendre un ensemble où le lien est justement le message du corps. Donc ça, c'était un petit peu le suivi. Après, sur le côté énergétique, eh bien, moi, j'avais vu les résultats des magnétiseurs, les amis qui étaient venus. Moi, j'aime bien bourlinguer, donc j'avais vu les guérisseurs philippins, brésiliens, j'ai vu les amchi au Tibet, les médecins traditionnels chinois, etc. Donc, j'avais vu les résultats qu'ils avaient. C'était probant, mais j'étais un peu bloqué dans le sens que je ne savais pas comment ça marchait, même les magnétiseurs, les rebouteux. OK, on passe un fluide, mais qu'est-ce que c'est? Et là, c'est là quand j'ai commencé à travailler sur la physique quantique. J'ai lu les traités de physique quantique que ça s'est éclairé. J'ai compris qu'avant toute chose, nous sommes des êtres énergétiques avant d'être chimiques ou biologiques. Toute la matière, c'est que de l'énergie concentrée, rien d'autre. Et nous, on voit le côté matériel, alors qu'on devrait voir le côté énergétique. Et le côté matériel n'est que la petite partie émergée de l'iceberg et qui nous cache un petit peu tout le reste. Et donc, ça m'a permis de comprendre avec la médecine traditionnelle chinoise, avec l'Ayurveda, etc. Ça m'a permis de comprendre pourquoi et comment ça fonctionnait. Donc c'est là, et je me suis aperçu que ça agissait bien sûr sur le plan énergétique, mais ça pouvait agir très bénéfiquement sur le physique, mais aussi sur le côté psychologique, pour lever les blocages psycho-énergétiques, les chocs émotionnels, aider les personnes à retrouver leur chemin de vie, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aussi complémentaire. Après ça, l'étape d'après, c'est un peu ce que j'ai expliqué là tout à l'heure, c'est que au début, moi, je suis né dans une famille qui était catholique. J'ai fait beaucoup de mes études chez les franciscains, donc évidemment, j'ai baigné dans cette aura-là, mais il y avait des choses qui me gênaient. Donc, je posais souvent les questions qui gênaient d'ailleurs. J'étais le mauvais petit canard de la fable qui posait toujours la question du genre si le bon Dieu il a tout créé, ça veut dire qu'il a aussi créé le mal, puisqu'il y a le bien et le mal dans le monde. Donc, il a créé le mal. Donc, il y avait des tas de choses comme ça que je posais comme questions et qui étaient extrêmement gênantes, mais dont j'avais guère les réponses, en fait, ou des réponses qui ne me satisfaisaient pas. Et donc, après ça, je avais fait mes études de médecine. Alors là, c'était très bien, les études de médecine, parce que là, d'un seul coup, on remet tout à niveau. La spiritualité, on la met de côté, ça n'existe plus. L'être humain, c'est un amas d'organes, de cellules. À la rigueur, il y a un esprit. Oui, on a un esprit. Et d'ailleurs, j'avais été choqué, je me rappelle, c'était pour petit clin d'œil. J'avais été choqué quand j'avais fait mes études de médecine. Parce qu'on passe des certificats, cardiologie, gastroentérologie, etc., dermatologie, etc. Et il y avait deux certificats qui, pour moi, auraient dû en faire qu'un. Et donc, j'avais un certificat de neurologie, donc le cerveau, etc. Et j'avais un certificat de psychiatrie. Donc là, pour moi, les deux marchaient ensemble, vu que l'esprit, normalement, fonctionne avec le cerveau. Et donc, je comprenais pas pourquoi ces deux éléments étaient si séparés au niveau des études. C'était un petit clin d'œil qui me fait toujours sourire quand j'y repense. Et donc, au fur et à mesure, et grâce aussi à la physique quantique, grâce au questionnement qu'on se pose tous un jour ou l'autre dans la vie, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Où va-t-on? Que fais-je? Où vais-je? Dans quel état j'ai?
cancer, etc. Et donc, on s'interroge, c'est un cheminement personnel, et là, j'ai commencé à redévelopper ma spiritualité complètement en dehors des religions. C'est là que j'ai étudié toutes les religions, enfin toutes. C'est prétentieux de dire ça. J'ai étudié bon nombre de livres sacrés, bon nombre de sages, etc. Et je dirais que j'ai appris autant en lisant tout ça qu'en allant faire mon potager dans mon jardin. Parce que quand on est vraiment dans le potager, quand on admire la nature, quand on réfléchit un petit peu à ce qu'on voit, c'est des leçons de la vie et bon, les grands sages, tout ça nous permettent d'ouvrir certains plans qu'on n'aurait pas forcément pensé et c'est très, très bien. Et puis c'est là que je me suis aperçu que la symbolique des maladies était bien. Oui, tu, tu as un problème lombaire parce que moi je voyais ça avec une personne, il a un problème lombaire, c'était à ce moment-là, il avait un problème conjugal grave avec sa femme qui le mettait un petit peu en questionnement en disant qu'il fallait qu'il choisisse entre elle et son travail qui lui prenait tout son temps. Et donc évidemment, c'était un choix de son être qui était rappelé par sa femme, mais au-delà de ça, on peut aller encore plus loin. Là, il faut aller plus loin. Il faut absolument aller plus loin. C'est-à-dire que cette femme, sa femme, eh bien sûr, elle souffrait parce qu'elle n'était jamais là. Mais d'un autre côté, si elle lui demandait de revenir à la maison plus souvent, ça lui permettait aussi, bien sûr, d'avoir une meilleure vie conjugale. C'est une évidence. Mais aussi, au-delà de ça, ça lui permettrait à cet homme de développer un peu plus ce qu'il est, à vivre un petit peu plus sa vie, à chercher un petit peu plus des plaisirs, à suivre ses aspirations, à développer véritablement son être. Et donc, derrière cette demande de sa femme, il y a aussi une demande de son être et on arrive au niveau de la notion spirituelle. Et là, j'ai éclaté de rire un jour parce que c'est vrai que c'est un long cheminement qui m'a pris des années, etc. Et j'ai ri un jour parce que j'ai trouvé tout simplement une phrase de Platon qui disait exactement ce que j'avais trouvé, mais lui, il l'a trouvé bien de nom. Il a dû faire ça il y a 25 siècles à peu près. Donc, bon, j'ai dit, tu as pas fait une grande découverte encore, mais bon, c'est pas très, très grave. C'est très, très intéressant parce que lui, il dit bien qu'il faut soigner l'âme avant de soigner le corps. Et c'est un peu le sous-titre de mon livre, Soigner l'âme pour guérir le corps, en fait. Hein, parce que au tout départ, si on reprend les maladies, si on prend le problème à l'endroit maintenant, à l'endroit, c'est qu'au tout départ, il y a une souffrance de l'être. Une souffrance de l'être cette souffrance de l'être, d'où vient-elle en fait? Elle vient surtout qu'on n'est pas sur notre route, on n'est pas en train de suivre notre chemin de vie et on n'est pas en train de suivre nos aspirations. Et là, il y avait aussi une autre personne qui m'a beaucoup influencé, que j'ai trouvé, qui est bien connue, cette personne, c'est Edouard Bach, mais il est connu pour cette petite fleur, mais pas pour le reste. Lui, il a guéri d'ailleurs d'un cancer avancé, paraît-il, un cancer du poumon avancé à l'époque. Et lui, il disait toujours, nous tombons malades lorsque nos actions dans la vie quotidienne, dans la vie du présent, dans la vie matérielle, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Et ça, c'est beau parce que ça veut dire que si on ne suit pas nos aspirations, notre être est dans la souffrance. Et quand il est dans la souffrance, à ce moment-là, on va recevoir des messages. On va recevoir des messages. Alors, ces messages peuvent venir au début, ce sera des petites intuitions, des petits ressentis, des petites voix dans la tête, etc. Puis après ça, des mises en situation. Et puis si on n'entend pas, on va avoir des petits troubles dans le corps, une petite douleur, un petit machin. Et puis si on n'entend pas, ça va déclencher une véritable maladie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et pour moi, c'est essentiel, la maladie n'est pas une punition. Donc la C'est maladie important est de le toujours... repréciser. C'est très important Oui, de le c'est pas parce que repréciser. tu n'as pas entendu, donc tu vas tomber malade. La maladie n'est pas une punition. Tu n'as pas entendu les autres petits messages gentils, donc j'en envoie un petit peu plus fort Bien pour sûr. que, pour que tu changes, que tu comprennes et que tu changes. Et si tu changes et tu suis un petit peu, là, tu vas retrouver ton chemin de vie. Et si tu retrouves ton chemin de vie, c'est ton chemin de la joie, du bonheur vers la lumière. C'est pas pour nous punir, c'est pour nous faire revenir sur le chemin du bonheur et de la joie. Voilà. Absolument. Mais tu as tout à fait raison sur ça, sur quand tu dis la maladie n'est pas une punition, mais la maladie, alors en France et je pense dans les pays occidentaux, fait peur. C'est Bien pour ça sûr. qu'on la voit comme
comme quelque chose, comme tu disais, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai toujours très bien mangé. Et c'est vrai que même en consultation naturopathie, souvent on entend ça, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours pris soin de moi, pourquoi moi ça m'arrive à moi? Et Hmm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça comme une punition. Et ce qui m'amène à ma question suivante, qui est ben, pourquoi en fait, d'après toi, pourquoi en 2023, parce qu'on est quand même dans une société très développée, enfin on peut se dire qu'on est dans une société très développée, et pour autant, on n'a jamais vu autant de personnes malades de façon chronique, je parle. Hmm. De cancer, de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires, ça explose, on le voit dans les études, ça explose. Est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais peut-être une explication à nous donner par rapport à ça? Peut-être que tu as observé des choses. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelques mots sur ça? Oh, oh, même plusieurs. Euh, Bah oui, parce que de toute façon, quand on vit dans cette société, il faut bien vivre dans cette société, c'est une évidence. Mais on a été formaté par notre éducation, nos parents nous ont formatés. C'est pas une critique à nos parents, on les a choisis déjà avant de venir nous installer sur la terre. Mais en plus, nos parents n'ont fait que répéter un petit peu ce Bien sûr. qu'eux-mêmes avaient appris. Donc, et puis tout ce qu'on nous a appris, c'est aussi pour nous faire grandir, nous faire remettre les choses en question. On a été formaté dans cette société, et elle nous perd en fait. Elle nous a perdu en ce sens qu'elle nous fait croire que on mélange tout. On mélange par exemple le plaisir et le bonheur. Oui. Donc le plaisir d'aller faire un bon repas avec les amis au restaurant, ça c'est super chouette. D'aller voir un beau spectacle ou un beau film au cinéma, c'est super cher. Ça fait partie des plaisirs. Et c'est bien, on a toujours le droit, il n'y a pas d'interdiction, ça fait partie de la vie et faut en profiter de ce côté-là. Mais d'un autre côté, c'est pas le bonheur. C'est pas le bonheur dans le sens que ce sont des plaisirs éphémères. Et c'est comme d'acheter une belle voiture, c'est un plaisir éphémère. 15 jours plus tard, on n'y pense même plus. Et donc, le fait est que c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est véritablement quand on se lève le matin et en étant heureux, heureuse de démarrer sa journée, de faire ce qu'on va faire, etc. Que le travail ne va pas nous coûter, etc. Donc, c'est vraiment quand on répond aux aspirations de notre être. Et comme je le disais, c'est que cette société, et là encore, on le voit encore terriblement, encore plus aujourd'hui, c'est important parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des énergies qui arrivent et qui nous poussent vers le haut, vers une ouverture de conscience. Mais tout ce qui se passe actuellement dans le monde nous plombe complètement parce que entre les guerres, les menaces de guerre, le réchauffement, l'inflation, les menaces de chômage, de crise économique, etc. Donc tout le monde est dans le stress et dans la peur à juste titre, Non. mais la peur, ça nous éloigne de tout ça. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, il faut faire l'effort, c'est un certain effort de développer un petit peu une vision un peu plus différente, pas plus haute, c'est prétentieux de dire ça, c'est plutôt une vision différente en travaillant un petit peu sur le sens de la vie, sur le sens de notre vie, sur l'existence d'un divin ou pas de divin du tout. Enfin, il faut, chacun répondra, mais ça nous permet à ce moment-là d'appréhender les événements qui seront toujours peut-être péjoratifs, ça c'est clair, mais on les apprendra d'une manière différente, je dirais, entre guillemets, plus philosophique. Et on sera toujours touché par eux, mais d'une manière moins puissante et moins forte, parce qu'on aura une vision, je dirais, peut-être plus globale des événements. C'est pour ça que c'est important. Et comme je le disais aussi, on tombe dans un phénomène, ça c'est l'autre côté de la réponse, c'est que la médecine, pendant longtemps et encore aujourd'hui plus ou moins, elle considère que les seuls traitements qu'il peut y avoir, c'est par son intermédiaire. Donc déjà, tout ce qui existe en dehors, ça ne veut pas en entendre parler, alors que c'est très dommage pour les patients parce que il peut y avoir de temps en temps, la médecine n'a pas de solution et les Oui. solutions peuvent sans doute se trouver, sans doute peut-être se retrouver avec certaines médecines naturelles, avec d'autres abords. Et donc, elle a fait croire aussi à la pilule miracle, un peu comme si demain, on espère toujours trouver le remède qui va guérir le cancer, le remède qui va guérir. Mais c'est-à-dire que si on soigne uniquement sur ce plan du corps, pardon, eh bien, on oublie tout le reste.
Oui, Et ça, c'est très. Et par contre, ce qui serait important, c'est de faire comprendre aux personnes qu'il y a un message de leur être qui est derrière. Il faut soigner sur le plan physique, bien sûr, avec la médecine conventionnelle, les médecines naturelles, c'est une évidence. Mais en plus, il faut que la personne passe un chemin personnel bien sûr. parce que la guérison vient d'elle, c'est d'elle qui va venir. Et donc, c'est à elle de changer de manière de vivre, de mode de vie, de manière de penser, de développer une certaine vision de la vie, etc., d'une compréhension de sa maladie et être prête à changer en fonction de ce qui est demandé par son être, tout simplement. Et donc, c'est comme cette partie, cette deuxième partie n'est pas dite n'est pas faite, eh bien, à ce moment-là, les patients restent sur leur domaine simplement physique et oublient le reste. Si bien, Bien comme sûr. je le disais tout à l'heure, on soigne, mais on ne guérit pas. Oui, 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 il y Hmm. a vraiment cette dimension de l'esprit. Et comme tu le dis très bien, c'est que tant qu'on n'a pas compris le message, la vie Hmm. va nous le rappeler, que ce soit à travers quelque chose qui va être plus important ou un accident. Et il y a vraiment un cheminement. Et je rejoins tout à fait ce que tu disais sur cette époque où on vit beaucoup dans la peur actuellement. Enfin, en tout cas, on nous invite à être dans la peur pour nous déconnecter aussi de nous-mêmes. Et je pense que ça participe au fait que, comme tu expliquais très bien, c'est-à-dire dans la réussite aujourd'hui de la société, c'est avoir une belle voiture, c'est avoir de l'argent, c'est avoir un boulot qui va bien gagner, alors que finalement, en fait, beaucoup de gens sont complètement déconnectés de ce qu'ils ressentent, alors que par exemple, tu vas des fois parler avec une personne qui va te dire, ben, en fait, moi, ce que j'aurais voulu être, c'était peut-être auteur, ou peut-être que j'aurais aimé aider les enfants ou autre. Et en fait, on se rend compte qu'on est souvent déconnecté de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous parce qu'on a la peur du manque de l'argent, le regard des autres, ce qu'on nous a aussi instruit comme croyance étant plus jeune. Et c'est vrai que c'est tout un cheminement à faire et il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de jugement à émettre par rapport à ça. C'est, voilà, chacun doit faire son chemin et parfois ça peut prendre plus de temps et c'est tout à fait OK. Oui, oui, et puis, mais j'ajouterais un élément qui me semble important, c'est que, bah, évidemment, on vit dans cette société, il faut, par exemple, l'argent, c'est l'énergie de la société. Bien sûr. Donc, il faut bien travailler pour gagner de l'argent, pour payer son logement, pour l'école des enfants, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de ça, on peut construire des choses, on peut Bien faire sûr. des choses. Voilà. Tu parlais, par exemple, d'écrire un bouquin. Il est possible d'écrire un bouquin en dehors de ses heures de travail ou les jours de congé. Il est possible de s'occuper d'œuvres d'organisation caritative en dehors, etc. Donc, la mission, d'abord, la mission, je n'aime pas ce terme-là, c'est le chemin de vie, n'est pas un travail. Ça peut en être un pour certains, mais c'est pas forcément. On peut avoir un travail dans la société et avoir des événements, des éléments. Et au fur et à mesure que les événements se développent, moi je vois ça par exemple avec des personnes qui veulent être thérapeutes dans certaines spécialités, peu importe, dans toutes les spécialités, c'est vrai. Eh bien, elles disent oui, mais moi j'ai un travail, j'ai peur, etc. Ben, je leur dis, bah, continuez le boulot, commencez votre travail de thérapeute à côté. Il y a des possibilités de le faire à côté tout en restant dans la légalité. Et puis à ce moment-là, bah, vous allez voir un peu comment ça va se développer. Et puis au bout d'un certain temps, bah, vous ferez le choix. Oui. C'est vous qui ferez. Soit je reste comme ça, soit je reste. C'est à elle de choisir. Mais une chose qui est importante à bien comprendre, c'est, moi je l'ai vu personnellement toujours sur mon chemin, c'est qu'il ne faut pas attendre les opportunités pour faire, pour répondre à nos aspirations. Parce que là, on laisse passer sa vie et c'est tout. Par contre, quand on commence à faire, à réaliser des choses selon nos aspirations, c'est là que les opportunités arrivent. C'est dans ce Absolument. sens-là que ça fonctionne. Il Voilà. faut Parce pas que laisser passer le train. faut pas laisser passer le train. Et puis, il y a souvent la loi d'attraction. Il y Oui. avait une petite phrase comme ça, c'était typique. Il y avait une petite histoire humoristique. C'était Moshe qui priait tous les jours le bon Dieu, et puis qui disait, oh mon Dieu, faites que je gagne au loto. Tous les jours, oh mon Dieu, faites que je gagne au loto. Alors, au bout d'un certain nombre d'années, le bon Dieu, il en a eu marre, et puis il a dit, bon, bah, Moshe, moi, je veux bien que tu gagnes au loto, mais joue au moins. Et donc, ça, c'était un peu ça. Et donc, ça, c'est un peu ça. Je demande à avoir, faire
faire telle ou telle chose de ma vie, etc. Ok, c'est bien, mais commençons à le mettre en place. Commençons à voilà. Donc et je voyais ça avec une personne qui cherchait l'homme de sa vie. Donc je lui dis. Allez, c'est pas en restant enfermé chez vous qu'il y a des chances que l'homme de votre vie va sonner à la porte. Donc, sortez, bougez, faites des activités qui vous plaisent. Là, multipliez les possibilités de rencontres. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, avoir cet objectif-là, mais aussi donner la possibilité à ce que la vie, l'univers, le bon Dieu, à qui on veut, nous apporte ce qu'on a pas, ce qu'on attend. Absolument, absolument, tout à fait. Et donc, dans ton livre, tu évoques aussi, on en a un petit peu parlé, mais peut-être expliquer ce que c'est la pensée justement créatrice, l'effet, on peut aussi parler de l'effet placebo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, qui est à mon sens pas assez développé, pas assez connu hein, du grand public, et tu en parles déjà beaucoup dans ton livre. Hmm. Oui, parce que je dirais que si une première chose pour tous les patients que j'avais, par exemple ceux qui suivaient des spécialistes pour des maladies graves, etc., et je leur disais toujours à mes patients, il faut que, d'une part, vous ayez confiance dans l'équipe soignante, Oui, que ce soit médical ou non médical, et puis d'autre part, il faut que que vous croyez véritablement dans le bien fondé des traitements qui vous seront donnés. Moi, je mettais comme ça mes patients devant des situations extrêmes en me disant, oui, oui, moi j'ai un cancer, mais je veux pas de chimio. Donc là, je disais, mais commencez plutôt que refuser une possibilité, une chance supplémentaire pour guérir. Bien sûr, c'est des produits qui sont toxiques, qui vont apporter des effets secondaires, etc. Mais plutôt que de les prendre comme étant des éléments négatifs, et si vous les accueillez comme étant des amis qui vont venir vous aider à guérir. oui, tout à fait. Moi, je voyais ça aussi avec la pensée positive et les personnes qui me disaient, oui, oui, moi, je visualise que mes anticorps vont attaquer les méchantes cellules cancéreuses et puis qu'elles vont gagner contre les cellules cancéreuses, etc. Mais je leur dis, attendez, là, votre corps, c'est un énorme champ de bataille dans ce cas-là. Et donc, mais si par contre, au lieu de visualiser ça, vous étiez en train de dire, bon, ces cellules cancéreuses, elles font partie de moi, même si elles ont dégénéré, si elles ont muté, etc. Elles font partie de moi au départ, elles sont moi, et c'est pas moi, il n'y a pas moi et le cancer, il y a le cancer et moi. Et donc, si vous voyez plutôt ces cellules en demandant que ces cellules reviennent dans le giron du corps de la normalité, on sait qu'il y a des cellules qu'on appelle révertantes, qui sont cancéreuses, qui sont capables de revenir avec des fonctions normales. Et donc, ce que je ne peux pas dire si ça a donné des résultats au niveau de la maladie, de la guérison. Mais ce que je peux dire, c'est que ces personnes ont vécu beaucoup plus harmonieusement leur vie, parce que leur maladie, etc., parce que ce n'était plus un champ de bataille. Et donc la première chose à considérer, c'est que l'effet placebo, il faut l'utiliser avec la pensée positive, parce que l'effet placebo, c'est 30 à 35% des effets de tous les traitements, que ce soit naturel, conventionnel, mais 30 à 35 de la chirurgie aussi, Oui, même énorme. et de tous les remèdes. Il y a même une étude qui avait été faite. Alors là, moi, j'avais été sidéré parce que qui avait été faite sur des personnes qui avaient des problèmes de genoux. Donc, il fallait faire un petit nettoyage, un petit grattage, de leur articulation. C'était pas une grosse intervention, mais c'était un nettoyage de l'articulation, travailler sur les ménisques, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait deux parties, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui bénéficiait véritablement de l'intervention chirurgicale, la deuxième partie qui avait été ouvert et refermé sans rien faire. Et en fait, les résultats des deux. Et oui, parce que ils croyaient dur comme fer qu'ils avaient été opérés, que Bien c'était sûr. quelque chose de positif, etc. Et plus fort encore, et ça, on va encore aller plus loin, c'est que il y a il y a une étude qui a été faite avec des patients qui venaient voir leur médecin et puis que le médecin leur disait, bon, ben voilà, vous avez tel problème de santé, moi, je peux vous donner tel remède allopathique pour vous soigner, mais je peux vous donner le placebo. Est-ce que, bon, c'est la poudre de perlimpinpin, il n'y a rien dedans. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre le placebo?
à la place du traitement. Donc ça, c'était officiel, c'était reconnu, c'était pas caché. Et donc, et là, les personnes qui avaient à ce moment-là, qui prenaient le placebo, avaient aussi un effet bénéfique, tout en le sachant. Donc c'était un support par rapport à ça. Oui. Et c'est extrêmement intéressant parce que il y a aussi quelque chose qui est troublant parce que, comme je dis, je suis toujours le petit canard qui pose des questions encore, le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Oui, parce que on donne un placebo à une personne. Si cette personne a une douleur, Mhm. qu'est-ce que va faire le placebo? Il va augmenter les endorphines au niveau du cerveau, c'est-à-dire des neurotransmetteurs qui calment la douleur. D'accord. Mais si on donne le placebo à une autre personne, le même placebo à une autre personne qui, par exemple, a un Parkinson, eh Mhm. bien, ce placebo va favoriser la fabrication de la dopa, Mhm. la neurotransmetteur qui manque dans le Parkinson. Et alors, comment que, entre guillemets, comment que le placebo sait ce qu'il faut faire? Tout à fait. Non, mais c'est ça ce qui est impressionnant. Hein. On se rend compte Alors, de il y a une de la réponse. puissance. Il y a une réponse. Il y a une réponse. J'ai une réponse. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est une réponse. Parce qu'en fait, dans le placebo, on voit toujours le patient, le médecin et le placebo. On voit trois protagonistes, mais on en oublie un quatrième. Le quatrième, c'est le vrai médicament. Le patient, le médecin, le placebo, le vrai médicament. C'est-à-dire que quand il peut y avoir ce qu'on appelle une intrication quantique. Là, on passe sur le plan quantique. C'est encore autre chose, mais c'est passionnant. Parce que le patient, quand il va prendre le placebo, à ce moment-là, il va se connecter avec l'information du vrai médicament. D'accord. Que Oui. ce médicament existe ou pas d'ailleurs. Il n'a pas forcément besoin d'exister Oui. aujourd'hui. Peut-être qu'il sera inventé dans un siècle ou dans deux, mais il se connecte avec l'information et ça permet d'agir à ce moment-là sur le corps. Et moi, j'avais Passionnant. fait, comme je disais, je faisais de la sophrologie. J'ai beaucoup aimé faire la sophrologie, et comme l'hypnose d'ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit les hypnoses au spectacle, par exemple, où les gens sont capables de faire des choses absolument incroyables en état d'hypnose. En sophrologie, on faisait aussi ces choses-là d'une manière beaucoup plus soft et douce, mais on obtenait des résultats assez incroyables sur le corps, sur l'esprit, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qui est-ce qui fait ça, l'effet sur le corps ou l'esprit. C'est pas le thérapeute. Le thérapeute, il fait rien. Il fait que Mhm. passer des informations. Ça veut Oui. dire que c'est l'esprit de la personne qui agit sur son corps et qui est capable de calmer une douleur, de provoquer telle ou telle action sur une partie du corps, etc. Et ce qu'on est capable de faire en état hypnotique ou en état sophronique, on devrait être capable de le faire à l'état conscient. Oui. Ça montre toute la puissance qu'on a. Et pourquoi on n'est pas capable de le faire à l'état conscient? Parce qu'on n'y croit pas. On nous a formaté pour nous dire que Vraiment. c'était... Voilà. Donc c'est tout. Et si on croyait véritablement à nos capacités qui sont immenses, et je dis aussi nous, parce que moi aussi, il faut que je travaille aussi dessus, il y a tout un formatage à faire sauter et c'est pas évident. C'est pas Mais le évident, jour absolument. ben non, 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 il y a vraiment déjà le vouloir, mais le faire, c'est pas non plus, Oui. ça revient toujours un peu au galop. Mais ça veut dire, si on était capable, on pourrait faire des choses extraordinaires sur notre esprit et sur notre corps. Hein. Et C'est vraiment. au-delà du placebo, qui est déjà très bien, mais qui est involontaire et inconscient, je dirais, quelque part. Oui, non, c'est vraiment passionnant ce que tu racontes et ça me permet d'introduire l'autre question qui est nos émotions qu'on ressent dans notre quotidien, que ce soit des émotions, j'aime pas trop le mot émotions négatives parce que pour moi il n'y a pas d'émotions négatives, il y a que des messages. Et on va dire des émotions de colère, de tristesse qui sont plus corrélées à des choses qu'on n'aime pas ressentir et des émotions positives. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi souvent on va nous dire que nos émotions sont des messages pour notre corps, pour notre vie. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça? Oui, bon, c'est assez simple, hein, tout est simple, hein, tout est simple, hein. Pour moi, c'est un peu quand on vit une situation et qui va nous proposer une émotion. Donc, on va rester sur les émotions, malgré que tu n'aimes pas ce mot-là, on va rester sur les émotions négatives pour Mhm. simplifier un petit peu le discours. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines personnes, cette émotion négative, ça va être le tremblement de terre dans leur vie. Mhm. Pour d'autres, ça va être un simple désagrément passager qu'elles vont surmonter, etc. Pourquoi?
Parce que tout simplement, derrière cette émotion, pour que cette émotion se développe, il a fallu un certain cheminement, Mhm. un certain nombre de vécus, de souffrances, de croyances, de formatage également, qui ont fait que cette situation, pour la personne, a été désagréable, voire même le tremblement de terre dans sa vie. Hein. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas, pour une même situation, on ne va pas avoir le même ressenti. Vraiment. Et en plus, ça ne va pas se localiser toujours sur la même région du corps, parce que, je vais donner un tout petit exemple tout simple, c'est quand une personne décède, on peut être triste pour la personne qui est décédée, mais on peut être triste pour soi, pour nous qui sommes restés. Donc on est toujours triste, mais on n'est pas triste pour la même chose. Bien Et sûr, selon la tristesse, ça ne va pas se développer de la même façon. Et il y a là encore pas de jugement, on a le droit bien sûr. des deux situations. Donc c'est pour ça que ça montre nos émotions. D'abord, c'est le piment de la vie. C'est ça qui nous fait avancer, que ce soit Vraiment. les émotions positives ou les émotions négatives. C'est ça qui nous donne l'impression de vivre. Quand on a un grand sentiment d'amour, de joie, etc., on prend la vie à plein poumon. Mais ce qui est important toujours à bien comprendre, c'est que il y a aussi il y a les émotions et les sentiments. C'est-à-dire que les émotions, ça vient du cœur, souvent qui développe tout de suite quelque chose avant même que le cerveau ait pu réagir. C'est lui a déjà commencé à réagir. Et d'ailleurs, c'est lui qui réagit, qui informe souvent le cerveau par rapport à ça. Mais lui, il répond à tout ce qu'on a vu derrière. Donc ça, c'est important et à bien comprendre. Mais à nous aussi de savoir changer. C'est-à-dire que Bien sûr. un conflit, ça peut nous laisser dans la rancœur, la rancune, la Bien sûr. jalousie. Et ça, et ça c'est très dommage parce que ça, c'est des acides qui peuvent véritablement conduire à des problèmes de santé. Quand on reste trop longtemps, Bien par sûr. exemple, un stress permanent, on le sait très bien, une rancœur permanente, une jalousie permanente, une jalousie maladive, etc., sont des choses qui nous rendent malheureux, déjà sur le plan psy, mais aussi ça peut agir sur notre physique d'une manière importante. Alors que nous savons très bien que quand nous sommes dans la joie, dans le pardon et dans l'amour, nous sommes heureux. Absolument. Et Et- malgré ça, on continue à se ouais. et là, c'est un peu. Je vais donner un petit exemple c'est un président de la République. Je ne nommerai personne. Un président de la République. Un président de la République, si on est toujours dans la critique par rapport à cette personne, quelqu'un, à juste titre, ou un mauvais titre, j'en sais rien, peu importe. Si on est toujours dans la critique, ça veut dire que notre pensée lui envoie sans arrêt des pensées négatives. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va lui faire baisser son niveau vibratoire et ça va lui pousser justement à développer davantage des pensées égoïstes, etc., etc. Si par contre, on envoie des pensées d'amour, des pensées positives aux dirigeants, à ce moment-là, on monte leur niveau vibratoire. Et en montant leur niveau vibratoire, à ce moment-là, ils vont être obligés de changer. Ils changent de paradigme, ils changent de manière de voir. Ils vont commencer à voir un petit peu des actions qui sont plus justes, de partage, d'équité, etc. Et c'est pour ça qu'on a toujours les dirigeants qu'on mérite. Parce que c'est toujours, ils sont élus, certes, mais après ça, c'est nous, Bien selon. sûr. Et là aussi, on a le droit de pas être d'accord. Hein, Bien sûr. on peut être dans l'amour tout en n'étant pas d'accord. Hein, c'est deux choses différentes. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit de dire que c'est pas juste, que c'est pas bien. On a le droit de réagir. Et je dirais quelque part, notre intégrité nous demande de le faire. C'est pour qu'on reste dans notre intégrité, mais on a le droit de rester dans le respect de l'autre, dans la comparaison de l'autre, etc. Moi, j'avais vu un monsieur comme ça qui avait raconté son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un juif qui avait été pris au ghetto de Varsovie et sa femme, ses enfants avaient été fusillés devant lui et lui avait été emmené en camp de déportation. Et dans ce camp de déportation, il a vécu pendant plusieurs mois, voire un an ou deux, je ne sais plus, enfin un temps extraordinaire pour un camp de concentration où la durée de vie était de quelques semaines ou quelques mois. Et en fait, lui a raconté qu'à la fin, eh bien, au lieu de se mettre dans la haine contre les Allemands qui avaient assassiné sa famille, eh bien lui, il s'est dit, je vais rechercher dans tous les Allemands que je vois l'étincelle divine qui est en eux.
C'est très beau parce que je pense que c'est une épreuve qui est tellement douloureuse que Hmm, d'aller faire ce travail, c'est vraiment quelque chose de beau et à la fois d'impressionnant. Parce que la majorité ouais. des personnes seraient dans la colère, la vengeance, ce qui peut se comprendre aussi, mais d'aller chercher cette beauté chez la personne en disant je vais essayer de, voilà, de trouver quelque chose de divin et essayer de pardonner, Hmm, c'est juste impressionnant. Et ça me fait penser ouais. d'ailleurs à une histoire par rapport à ce que tu racontes. C'est une dame qui a perdu son fils lors d'une fusillade, c'était aux États-Unis. Et en fait, pendant le procès, le jeune homme qui a tué son fils, en fait, elle le serre dans ses bras et elle lui dit je te pardonne. Hmm, hmm, Alors qu'il hmm. a quand même, enfin, voilà, il a quand même tué son fils et elle le pardonne en fait. Et le jeune homme en fait se met littéralement à fondre en larmes pendant le procès, enfin à la fin du procès, parce qu'il est ému d'être pardonné en fait par la maman. Parce que c'est juste impressionnant de pouvoir voir ça. Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est il y a souvent une mauvaise vision aussi du pardon. En fin de Oui, compte, le pardon n'est pas de dire à l'autre, tu avais raison et moi j'ai tort. Cette femme n'a pas dit, tu as raison d'avoir tué mon absolument. fils. Non. Non, non, non. Par contre, ce qu'elle est en train de dire, c'est que, bon, c'est fait. Maintenant, j'ai pas envie de passer ma vie là-dessus. Oui. Donc, je te pardonne. Toi, tu restes avec ça, tu règles ça pour toi, avec toi, dans ton esprit. Ça, c'est ta vie. Mais moi, je poursuis ma vie et je te pardonne par rapport à ça. Je passe à autre chose. Et Donc, c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais le fait d'être, par exemple, dans la rancœur, dans la colère pendant des années. En fait, ça nous, entre guillemets, ça va nous bouffer quelque oui, oui, part à l'intérieur de nous. Et souvent, ça surgit quand on n'a pas fait ce... Et je dis pas que c'est évident, hein, mais ce travail d'aller pardonner, d'aller extérioriser, d'aller se faire aider aussi, hein, parce que des fois, on n'arrive pas seul et c'est tout à fait bien normal, sûr. parce qu'on ne nous a pas Ouais, appris, parce qu'il y a le il y a des, conditionnement. si- il y a des situations terribles, hein, comme moi je pense aux gens qui ont été agressés, à l'inceste, au Absolument. viol, etc. Mais il y a un petit truc que j'avais lu qui me semble intéressant, c'est que j'avais lu ça j'avais relu les évangiles par moi-même, et j'avais lu à la fin Jésus qui meurt sur la croix. Jésus qui meurt sur la croix, et il est en train de dire, Dieu pardonnez-leur, ou Père pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc là, j'avais trouvé ça très intéressant parce que, en fait, il n'a pas dit je pardonne à mes bourreaux. Il a dit Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça veut dire que quand on a vraiment des souffrances importantes, eh bien, on peut aussi faire appel à des puissances, à des énergies supérieures pour nous aider à... Parce que souvent, quand on reste sur le même plan, on n'y arrive pas. Et donc, Oui, souvent, quand on appelle à des forces supérieures, si on y croit, bien sûr, eh bien, à ce moment-là, elles peuvent nous aider à solutionner par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment important. Et là, ce que je dirais également, c'est que je disais tout à l'heure que ben, nous tombons malades, comme disait Bach, quand on suit pas ses aspirations. Mais quand on ne suit pas ses aspirations, on est malheureux. On est bien d'accord. Mais regarde bien ce que ça va entraîner quand on est malheureux. On devient stressé, on devient aigri, oui, on commence à picoler, on commence à fumer, on peut prendre de la drogue, on va être plus dans la sédentarité, on va se laisser aller, etc. Donc tout ça sont des facteurs de risque de la maladie, en fait, sur le absolument. plan physique. Donc, et ça, c'est aussi la conséquence du mal-être qu'il y a derrière par rapport à ça. Et donc, après ça, il y a les mal-être qui sont personnels, parce qu'en fait, la, notre situation général, c'est qu'on est toujours dans cette société, c'est pas compliqué, on est toujours des insatisfaits. Une insatisfaction Absolument. permanente, on va acheter toujours, et l'achat, la recherche de pouvoir, la recherche de sexualité, la recherche d'objets matériels, etc., c'est toujours essayer pour combler un manque. Mais on n'arrive pas à le combler, ce manque. Et quand est-ce qu'on arrive à le combler, ce manque? Voilà une question qui est bonne. Je suis content que tu me la poses, Coralie. Donc, eh bien, quand est-ce on commence à la compenser c'est quand on commence à vivre sa vie, la vie de ses aspirations, mais seulement on finira véritablement par être satisfait que dans un seul endroit, c'est quand on retourne au divin. Mhm.
C'est le bout du chemin. C'est là on s'est séparé du divin pour des raisons. Là encore, la séparation du divin n'est que fictive parce qu'il est toujours là. Hein. Il est toujours à l'intérieur de nous, etc. Donc, il est pas parti fumer ses cigarettes dehors. Donc là, excuse-moi, divin. Donc, donc le truc, c'est le divin, il est toujours là, mais on s'est séparé dans notre esprit. On a voulu prendre notre émancipation par rapport au divin. C'est un peu comme l'adolescent qui claque la porte des parents parce qu'il veut vivre sa vie. Et le but, un petit peu de toutes nos incarnations, c'est de comprendre, d'évoluer, et puis un jour de vouloir revenir, mais volontairement, dans le divin, avec le divin et de nous rebaigner. La seule chose qui nous fait un peu, il y a plusieurs choses qui nous fait peur, c'est que comme on a claqué la porte de la maison, on a peur de mal être reçu si on revient. Donc on a peur du jugement, etc. Mais en fait, pour moi, le divin, c'est la vacuité. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il nous prend toujours tel que l'on est. Et donc, et la deuxième chose qu'on a peur, c'est que si on se rebaigne dans l'énergie du divin, c'est de perdre notre identité, notre individualité. Mais on peut être une goutte dans la mer tout en étant une goutte. Donc là encore, c'est une fausse peur. Voilà. Puis Ouais. après, ils disent, oui, mais on y est pour l'éternité. Puis c'est long, l'éternité. Il disait, oui, l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Donc, mais c'est comme l'éternité, c'est que ça n'a aucune valeur, en ce sens que la notion du temps n'existe que dans la Bien sûr. matérialité. De Ouais. l'autre côté, il n'y a plus de temps, hein, donc Ouais. c'est plus. Et oui, c'est pas du tout, c'est plus du tout pareil. Mais c'est vrai que nous, Non, c'est plus. on a cette limitation de temps et de physique. On, Absolument. et on n'arrive pas à l'imaginer d'ailleurs, on n'arrive pas à Oui. imaginer comment ça peut être. Hein, Absolument, Hmm. absolument. Est-ce que des personnes qui vont nous regarder, qui sont confrontées à une maladie, alors je parle pas d'une angine, hein, je vais plus parler d'une maladie inflammatoire ou un cancer ou une maladie inflammatoire du système digestif, est-ce que tu aurais des premiers conseils en dehors du schéma allopathique, en dehors de la médecine conventionnelle, à donner ou à recommander chez des personnes qui sont malades d'une maladie, je vais dire, chronique? Est-ce qu'il y a plusieurs conseils? On en a abordé déjà beaucoup, hein, mais est-ce qu'il y a quelques conseils qui te viennent déjà en tête chez une personne qui a cette démarche de faire un travail? Est-ce qu'il y a quelques outils, quelques petites choses qu'elle peut mettre dans son quotidien ou faire ou des personnes à aller voir? Oui, c'est un vaste sujet. Je dirais déjà en préambule, ce que j'ai déjà un petit peu évoqué rapidement tout Oui, à l'heure, c'est que ce ne sont pas les médecins, les thérapeutes qui vont guérir la personne, c'est la personne elle-même qui va guérir. Donc les médecins, les thérapeutes sont là pour apporter des, des pierres à l'édifice pour l'aider sur ce chemin. C'est vraiment très important et c'est pour ça que pour une même maladie, à un même stade, avec le même traitement, on n'obtient pas les mêmes résultats. Parce que il y a la notion du terrain, certes, mais il y a aussi. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que dans toutes les maladies importantes, mais c'est vrai pour toutes les maladies, grandes et petites, hein, même une simple infection d'ailleurs, et dans toutes les maladies, il faut comprendre en premier lieu que là où se situe la place du patient. J'avais un patient qui m'a dit un jour, une patiente, malheureusement, je lui avais fait le diagnostic d'un cancer du sein, et elle m'a dit, docteur Baudin, j'étais docteur à ce moment-là, elle me dit, docteur Baudin, je ferai tout ce que vous voulez, je ne discuterai pas, vous me dites ce qu'il faut que je fasse, et je commence à lui répondre, justement, c'est là le problème. Ça commence mal, parce que vous ne discuterez pas. Parce que justement, il faut discuter, il faut comprendre, il faut choisir, il faut déterminer exactement ce qu'on veut, etc. Donc, c'est de comprendre déjà sur le plan physique, son équipe soignant, pourquoi les traitements, qu'est-ce que c'est que la maladie, comment ça se passe, etc. Voir aussi les autres visions avec les visions des médecines naturelles, qui sont des médecines qui sont complémentaires et des visions complémentaires. Après ça, faut être prêt à changer surtout. C'est ça qui est important. Il va y avoir, la maladie nécessite bien sûr. un changement d'une part dans son mode de vie, et quand il y a une maladie, je disais aux patients, vous considérez maintenant que votre corps est un sanctuaire.
C'est-à-dire que, comme dans tous les sanctuaires, on ne fait que rentrer que le beau, que le propre, que le pur. Donc, attention à ce que vous mangez, à ce que vous respirez, à ce que vous buvez, etc. Donc, c'est très, très important. Donc, un changement dans le mode de vie avec, je ne vais pas rentrer dans tous les détails avec l'hydratation, l'exercice physique, la marche, etc. Mais ça a prouvé son bien fondé parce que la marche, par exemple, euh, ou la méditation va avoir un effet sur le stress ou sur le physique, mais ça aussi, c'est des moments où aussi on se rend compte, on est en contact avec son être Bien sûr. personnel qui va commencer à pouvoir discuter, à nous passer des messages, etc. Et changer son mode de pensée, c'est-à-dire justement travailler la méditation, travailler le stress, solutionner tous les conflits qu'on a en cours, Oui. que ce soit les vieux nanas ou les vieilles rancœurs qu'on peut avoir contre un frère ou un père ou un oncle, etc. Et tout ça, il faut les solutionner parce que ce sont des boulets au pied. Donc, Oui. tous les conflits présents et anciens, travailler sur son stress et puis après ça, essayer de comprendre, et là, il y a des personnes qui sont spécialistes aussi de ce genre de choses, quelle est la symbolique de la maladie. La symbolique, on va la retrouver de deux manières qui sont très simples. Hein. Toujours, moi, je suis toujours très simple, c'est que il y a tous les organes représentent une symbolique du corps, mais ce qu'il faut faire attention, c'est il y a plusieurs tissus et c'est pas toujours des standards. Bien Donc c'est sûr. toujours, il faut pas rester enfermé dans le foie, c'est le peur de manquer, etc. Il faut aller un peu plus loin, c'est un peu trop, il faut aller un peu plus parce que chaque cas est un cas particulier. Donc, et puis il y a aussi rechercher s'il n'y a pas un choc émotionnel qui a pu déclencher la maladie. Je dis bien déclencher, c'est pas la cause, hein, c'est le déclencheur qui est Absolument. un choc émotionnel qui a pu avoir lieu généralement 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois avant. Et là aussi, ça veut dire que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et puis après, l'autre stade, mais ça devient, surtout quand il y a des maladies importantes comme ça, c'est développer le sens de sa vie. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Quel est le sens de la vie, etc. Moi, j'ai eu des contacts très, très beaux avec des personnes qui avaient, je ne sais pas si elles ont guéri complètement, mais elles étaient en grande phase de rémission pendant plusieurs années, alors qu'elles avaient lâché complètement. Elles étaient dans le contrôle au début de la maladie, ce qui est normal, on le fait Bien tous. sûr. Et puis après ça, à un moment, elles ont commencé par lâcher et à dire, OK, moi aujourd'hui, je fais mon maximum pour guérir. Maintenant, comme ils disent là-bas, Inch'Allah. Donc, je m'en remets complètement, mais je vais donner un petit conseil. Un petit conseil qui, pour moi, est très important. Parce que j'ai vu ça souvent avec des maladies graves. C'est que une maladie grave, si on fait rien, s'il n'y a pas de traitement, dans le principe, c'est qu'elle nous conduit à la mort. On est d'accord. Donc c'est pour ça que on se retrouve à ce moment-là devant cette idée-là et qui nous perturbe beaucoup et qui nous remet en cause. Mais pour le chemin de vie, on est là pour apprendre et comprendre un certain nombre de choses. Mais il se peut que ce que va nous apprendre le cancer ou la maladie grave soit la dernière chose qu'on avait à comprendre sur cette vie. C'était la fin du chemin Oui. de vie. Alors, ça, c'est très important à C'est très comprendre important de le préciser. Absolument. parce que je vois des personnes qui ont fait un grand chemin spirituel et qui décèdent malgré tout. Oui. Mais donc, comme on dit, elle meurt guérie, meurt Oui. physiquement, mais guérie spirituellement. Et donc, D'un point de vue physique, des fois, on ne le comprend pas toujours, ce qu'on dit, mais elle a tout fait pour... et finalement, elle est quand même partie. Donc, pour nous, en tant qu'être humain, des fois, c'est compliqué de comprendre ça. Et c'est très important que tu le reprécises. ouais, et c'est très dur de toute façon. Alors moi, je disais à mes patients, faites un deal. Allez, faites un deal avec la vie, faites un deal avec le bon Dieu, faites un deal avec qui vous voulez, mais faites un deal. Et vous dites que si la vie, le Dieu, enfin, peu importe où vous mettez la barre, vous allez dire, si vous me permettez de guérir, de reprendre ma vie,
de reprendre une vie qui sera différente, parce Mhm. que là aussi, il n'est pas question de reprendre sa vie d'avant. On a changé, c'est pour continuer ce changement. Et ça, c'est très important. Mais si vous me permettez de vivre, à ce moment-là, je m'engage à faire de ma vie, de mettre dans ma vie telle ou telle action altruiste, mais pas une action altruiste, mais qui me réponde. Donc ça peut être aller soigner, s'occuper des orphelins, ça aller travailler à la SPA, ça peut être au Resto du Cœur, ça peut être. Mais je m'engage à faire de ma vie, à mettre dans ma vie cette action altruiste au centre de ma vie. Et là, ça fonctionne. Pas, je ne peux pas dire à 100%, c'est une évidence, j'ai pas de statistiques, etc. Mais c'est important. C'est important parce qu'en plus, ça donne aussi un but aussi à la personne et qui permet de transcender encore la maladie. Je guéris, mais quand je guérirai, je vais faire ça, qui me répond. Et là aussi, ça, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant pour. Après ça, c'est eux là-haut qui choisissent, c'est pour moi. Hein. Mais j'ai vu des résultats très intéressants par rapport à ça. Voilà. Donc, en fait, on en revient. Moi, je fais le lien avec la naturopathie, mais on en revient dans les 5 piliers de la naturopathie, qui est aussi cette vraie connexion à soi, le pourquoi je suis venue, qu'est-ce que je fais de ma vie, la connexion à soi, souvent qu'on a perdu. Et c'est vrai il y a quelque chose que tu as dit qui m'a beaucoup, qui m'a alerté. Tu disais, les anciens allaient dans leur potager, et c'était comme une méditation. Et c'est vrai qu'auparavant, on parlait pas de méditation, mais parce qu'en fait, c'était déjà dans le mode de vie des anciens. Moi, je vois mes grands-parents, tous les soirs, ils allaient au potager, mais c'était quelque chose de normal. Bon, aujourd'hui, les gens sont tellement stressés qu'on n'a pas le temps, etc. Donc, c'est plus compliqué. On a perdu tout ça. Et ça me fait vraiment penser à ça, cette connexion à soi, de se recentrer, de se dire, bah, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et ça, souvent, on le perd, en fait. On le perd parce que, bah, Oui. voilà, c'est pas. Cette connexion à soi, on la retrouve dans les contacts avec la nature. Bon, déjà, un Oui, peu le potager, mais en observant le potager. Moi, j'observais les petits yosios qui chantaient, qui venaient à côté de moi, je regardais comment ça poussait, etc. Donc ça, c'est la nature, mais les balades dans la forêt, bien etc. sûr. Après ça, ça peut être toutes les activités artistiques que nous Oui. faisons. Donc, mais artistique au sens large, hein, c'est pas faire un beau bouquet de fleurs ou faire une belle recette de cuisine, c'est quelque part une activité artistique également. Donc les activités artistiques, ça peut être aussi la méditation, comme on a dit, et prendre des moments de recueillement, c'est-à-dire de se dire, OK, je Oui. m'arrête et puis je vais commencer un petit peu à réfléchir et tout ça et ça. Et ces périodes-là, la prière, pour ceux qui veulent, et à ce moment-là, ces périodes-là nous mettent, comme on dit maintenant, on est en mode alpha, c'est-à-dire que d'un seul coup, pouf, le mental s'arrête, etc. Et là, ça nous met en contact direct avec notre être qui Oui. peut beaucoup plus nous parler. Parce que tout simplement, dans ces moments-là, et tout simplement d'être dans le ici maintenant, dans le moment présent, le mental s'éteint. Et donc, à ce moment-là, tous les éléments essentiels de notre vie ressortent d'une manière évidente, alors qu'avant, c'était perdu dans un flot de pensée. Donc, c'est des temps qu'il est important de réaliser. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes qui refusent, qui ont toujours besoin de bruit, besoin de la télévision qui marche, de la musique dans les oreilles, etc. Et donc, ou le téléphone, etc. Et elles n'ont jamais à proprement parler, de temps pour elles, pour réfléchir, pour méditer, etc. Et ça, c'est ce qui manque à mon sens. Absolument. Ça, c'est un vrai point. Comme tu le dis, on est tout le temps dans le brouhaha, la musique, la télé, la connexion. On n'a pas parlé, mais les réseaux sociaux, enfin voilà, c'est une bande passante énorme hein, pour le corps. C'est vrai que c'est le moment où on peut se prendre du temps pour soi, être dans le silence, ce qui n'est pas toujours évident, parce que du coup, des questionnements arrivent. Et Et ça, oui, c'est un vrai mais travail. après ça, ce sont des choix. Hein. Moi, je sais que ça fait des années que je regarde plus la télévision, par exemple. Hein, donc et je m'en porte très bien. Je regarde les informations, je les ai sur Internet et je choisis les informations que je veux développer, etc. On peut choisir de regarder un film. Je regarde des films, bien sûr, mais simplement le film. Et puis après ça, j'éteins, Oui. etc. Le téléphone, eh bien, je fais attention à toujours le laisser à certaines périodes loin de moi parce que là encore, on a besoin aussi un petit peu d'être tranquille et d'être. Donc c'est un rythme de vie et souvent le jour il va y avoir un petit
Petite éruption solaire. J'en demande qu'une petite, hein, parce qu'une grande, on va éviter, et qui mettent nos satellites HS pendant quelques heures, eh bien, ça nous ramènera un petit peu comme ce qui s'est passé il y a quelques années avec les personnes, avec la neige, avec la glace, ils se retrouvaient isolés dans les petits hameaux. Donc, ça, d'un seul coup, il y a eu des valeurs qui sont ressorties. Absolument, absolument. Alors, dernier point, on va arriver à la fin de notre interview. Un dernier point parce qu'on a parlé de la maladie, on a parlé aussi des différents piliers pour rester en bonne santé. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, dans la vie? Alors, c'est peut-être une question un peu philosophique et c'est peut-être difficile d'y répondre dans une interview, mais qu'est-ce qu'il faut, en fait, à un individu pour rester en bonne santé, finalement? Alors, je serai le dernier à dire qu'une bonne hygiène de vie et alimentation ne sert à rien. C'est une évidence, je suis bien d'accord. Mais je dirais que ce n'est pas l'essentiel. Mm, mm. Là, je dirais que c'est loin d'être l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de résoudre le plus possible tous les conflits au fur et à mesure qu'on peut les avoir et ne pas rester dedans parce que ça nous bouffe la vie. Et puis surtout de trouver son chemin de vie. Et son chemin de vie, parce que le chemin, c'est pas une mission, c'est pas un rôle à faire à la fin. C'est un chemin avec toutes les situations qu'on va vivre, dont certaines, on va les qualifier d'épreuves, mais c'est nous qui allons les qualifier d'épreuves, et qu'on va solutionner, résoudre et surmonter. Et c'est ce chemin de vie qui nous fait avancer, en fait. C'est ça ce qu'on nous demande, c'est rien d'autre, hein, rien d'autre. Et donc, on n'aura jamais la finalité, parce qu'il n'y a pas de finalité si ce n'est de suivre ce chemin. On aura toujours la direction à prendre. Et ça, c'est important parce qu'on suit nos aspirations et on suit l'équilibre de notre être. Et ça, c'est très, très important parce que c'est lui qui nous donne l'équilibre au fin fond. Pour donner un petit exemple, c'est que je vous ai dit déjà l'importance du but de la direction de sa vie dans les maladies graves, mais dans l'Alzheimer, par exemple, on s'est aperçu que les personnes âgées qui avaient un but dans leur vie avaient 1,7 fois moins de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer que les autres. Donc c'est très important. C'est le but, c'est parce que d'être enfermé chez soi et d'attendre que le temps passe en regardant la télévision, on a le droit, hein, tout le monde, c'est pas un jugement, hein, mais on passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on passe à côté de choses. C'est encore chacun voit, c'est que il faut bien se rappeler que quand on rumine le passé, on gamberge l'avenir qu'on ne peut pas changer. Quand on est en train de regarder la télévision ou un film, etc., quand on est en train de dormir, Mm, eh mm. bien, toutes ces périodes-là, on ne vit pas. On Ouais, vit c'est vrai. par procuration, on ne vit pas. Les seuls moments où on vit, c'est quand on est là, présent, dans le présent, et qu'on peut dire, faire, agir. Et c'est là qu'on est véritablement en train d'agir sur sa vie. Il ne faut pas l'oublier. C'est là le plus important. Et on peut Absolument. toujours agir, même les personnes âgées peuvent toujours agir. Moi, je me rappelle, j'avais une personne qui m'était chère, c'était mon père, et il me disait, quand il était arrivé dans les 70, 75 ans, il m'a dit, oui, bon, Luc, lui, il avait un travail qui était très prenant, et donc, j'étais pas beaucoup là pendant toute ta jeunesse, etc. Bon, c'est vrai et c'est faux, mais parce qu'il y avait quand même les week-ends, les vacances et des choses comme ça. Mais bon, il le ressentait comme ça. Et puis, je lui dis, bon, bah là maintenant, tu es à la retraite, etc. Bah, il n'est pas trop tard pour le faire. Il n'est pas trop tard pour être présent. Bien sûr. T'es vivant, je suis vivant, il n'est pas trop tard pour être présent. Et lui, il me répond, oh, c'est trop tard maintenant. Mais il n'est jamais trop tard. Il Ouais, est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. On a fait des choses, oui, oui, bah, c'est pas grave, on les a fait parce qu'on croyait bien faire, on n'avait pas d'autres solutions, on bien voyait sûr. pas d'autres solutions, etc. Mais la vie, justement, il lui avait montré cette lacune et lui n'a pas voulu changer par rapport à ça. Mais c'est pas grave, ça ne changeait pas les sentiments que j'avais pour lui. C'est important de le dire en dernier message qu'il est jamais trop tard pour passer à l'action. Exactement. Et c'est souvent même sur le lit de mort, même sur le lit de mort, même sur le lit de mort. C'est pour ça qu'il faut jamais priver une personne de sa mort, parce que qu'elle soit toujours un minimum consciente, parce que jusqu'au dernier moment, elle peut dire pardon.
Elle Oui. peut dire je t'aime, elle peut dire merci. Et simplement ce petit mot qui va être dit va permettre de la laisser qu'elle parte en paix ou que laisse en paix les personnes qui sont autour d'elle. Et c'est jusqu'au dernier moment, on a possibilité de changer les choses. Absolument. Merci beaucoup. Luc, merci beaucoup pour ton temps et tout ce que tu as partagé à travers cette vidéo. C'était vraiment d'une richesse incroyable. Avant qu'on termine cette vidéo, est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui sont intéressées, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu donnes des formations ou des ateliers en ligne? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bah pour me retrouver, donc j'ai un site internet qui est plus Que je remettrai en lien de la description YouTube. voilà, luc-baudin.com. Et là, vous avez sur ce site, il doit y avoir déjà à peu près 1 millier d'articles. Il y a toutes les formations que je fais en ligne, donc une formation en soins énergétiques, mais beaucoup d'autres également qui vous sont proposées. Il y a plein de livrets à télécharger gratuitement. Il y a plein sur ma chaîne YouTube, actuellement, on doit être dans les 400 vidéos aussi qui sont indiquées, qui peuvent vous aider. C'est pour ça aussi que je fais régulièrement sur ma chaîne YouTube gratuitement. Tout ça, c'est un soin énergétique intemporel, à peu près toutes les 3 semaines, une méditation toutes les 3 semaines, et puis un grand rassemblement pour qu'on tous se concentre pour faire venir la paix et l'amour sur cette terre. Donc tous les livres que j'ai écrits, bah, ils sont tous en vente dans les librairies, dans la grande distribution, sur Internet. Ça, c'est pas un souci. Il y a toute la liste qui commence à être bien longue sur mon site Internet. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, voilà, donc je, Donc pour on toutes peut les me retrouver personnes, facilement. oui, il y Voilà. a les livres, les formations en ligne, et puis pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y a le site internet où il y a vraiment tout dessus. Donc tout ça, je vous remets dans la barre de description YouTube. Vous avez juste à dérouler pour retrouver, ou je vous le rafficherai juste ici en info. En tout cas, merci beaucoup, Luc, pour le temps que tu nous as consacré, pour le temps que tu m'as consacré à cette interview. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci pour ton énergie, tout ce que tu as divulgué. Honnêtement, enfin, moi, je me suis régalée pendant cette interview. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Merci Coralie, merci à tous. Et puis, bah, c'est vrai que je suis un incorrigible éternel bavard, alors j'espère que j'ai pas été trop envahissant. Merci, en tout cas. Merci.